Je m'appelle Amin Raji, je suis ingénieur, entrepreneur, Maghrebi. Pas juste avoir une idée et se réveiller, je sais pas, comme ça en mode c'est bon j'ai une idée, ça existe pas vraiment. Quoi que tu sois en train de monter, la personne en face de toi, elle voudra être très gentille avec toi, elle va te dire ah ouais, ah putain trop bien, quand c'est dispo appelle-moi et tout. Toi tu ressors du meeting mais t'es on fire. Par contre le jour où t'as un produit, tu recontactes cette personne, tu dis voilà, est-ce qu'il va sortir le chéquier? Tu n'en as aucune idée. Amin Raji, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Next Wave Podcast. Merci beaucoup. Je suis vraiment super content de t'avoir sur le podcast. Ça fait un moment en plus que je voulais t'avoir. J'avais envie de parler de Sport Bio, la boîte que tu as lancée il y a quoi, il y a 2 ans? Il y a un peu moins de 2 ans, ouais. Un peu moins de 2 ans. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'entreprise que t'as montée. Comment t'as eu l'idée? Comment tu t'es lancé? Comment ça s'est développé? Où est-ce que t'en es aujourd'hui? Des petits tips, nous expliquer comment t'as réussi à lever 8 millions d'euros en seed avec cette entreprise et plein d'autres sujets. Donc voilà, si ça te va, c'est un peu ça le petit programme. Très bien, ça va très bien. Magnifique. Est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter? Merci beaucoup Simo. Je m'appelle Amin Raji, je suis ingénieur, entrepreneur, Maghrebi. J'ai grandi à Casa de mes 0 à 18 ans et après je suis venu faire mes études en France. Moi j'ai toujours été passionné par l'industrie et spécifiquement l'industrie agroalimentaire. Donc je fais une école d'ingénieur qui est très axée mécanique, industrielle, et j'ai vraiment choisi cette école pour ça parce que je kiffais les usines et j'ai toujours été fasciné par ça. J'ai tout de suite rejoint un groupe agroalimentaire qui s'appelle Nestlé, qui a été une super expérience pour moi parce que j'ai travaillé dans leurs usines un peu partout dans le monde pendant plus de 5 ans et demi, où des usines de produits que tu connais très bien comme Nescafé, Nespresso, KitKat, Perrier, Vittel, Maggi, enfin bref, toutes les marques que tu as l'habitude de manger au supermarché. Et c'est là où vraiment j'ai appris le métier, où ma passion s'est encore plus développée et où au fond de ma tête, j'ai toujours su qu'à un moment j'allais entreprendre et je cherchais un problème à résoudre parce que c'est ce qu'on te dit tout le temps. Faut pas juste avoir une idée et se réveiller, je sais pas, comme ça en mode c'est bon j'ai une idée, ça existe pas vraiment. Faut vraiment comprendre un problème, devenir expert dans ce problème et après trouver la meilleure solution pour le résoudre. Et j'avais vu un gros problème en filigrane pendant toutes ces années dans toutes les usines où j'étais passé qui était lié aux tests microbiologiques, donc les tests que tu fais sur les produits pour s'assurer qu'ils sont pas contaminés par des bactéries. Si tu veux, tu prends une usine, tout est optimisé pour être le plus rapide possible. C'est du lean manufacturing, tu dois être hyper efficace. Donc c'est du 30 secondes, 2 minutes, 3 minutes. T'as le test physico-chimique, c'est quelques minutes. Et après, bam, t'as un gros pavé de 5 jours qui est lié au test microbiologique parce que les outils... Tous les autres tests, c'est 30 secondes, 1 minute. Exactement. Quelques heures de peut-être. pH, un test de, je sais pas... Et celui-là en particulier, c'est plusieurs jours. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est du vivant, c'est de la microbiologie, ça prend du temps. Et que les outils qu'on a développés depuis 200 ans, c'est des outils où il faut laisser les bactéries se cultiver avant de pouvoir les observer, savoir si elles sont là ou pas. Et donc j'ai quitté Nestlé en me disant mais c'est pas possible qu'on est en 2023 à l'époque et qu'il n'y ait pas des nouvelles technologies dans le monde qui peuvent résoudre ça. Et donc j'avais pas de solution, j'avais juste un pain point, un problème. Et j'ai rencontré un chercheur de l'Institut Pasteur qui, lui, a apporté la solution. Et c'est comme ça que Sport Bio est né. Ok, magnifique. On va revenir sur chacune de ces étapes parce que c'est super intéressant de comprendre ton parcours, ce qui t'a mené vers l'industrie, qu'est-ce que tu as pu faire chez Nestlé et comment cette idée a germé, comment peut-être même tu l'as préparée, parce que tu disais que tu avais cette idée et qu'il y avait une forme de préparation même dans ces expériences-là. Moi, j'aimerais faire un petit fast-forward et ensuite on revient. J'aimerais que tu nous présentes un peu rapidement ce que fait Sport Bio, là où vous en êtes aujourd'hui, et comme ça après on revient sur l'histoire. Du coup, Sport Bio, c'est ce qu'on appelle une deep tech, donc c'est une entreprise de recherche et développement. On a pour but de développer une nouvelle génération de tests diagnostiques microbiologiques, d'abord pour l'industrie, donc qu'elle soit agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique, et après pour plein d'autres applications, notamment les applications médicales qui sont assez
évidente pour ce système. Donc, on a développé une technologie qui utilise des nouvelles sciences qui sont pas du tout des sciences biologiques comme si tu veux les 2 dernières les 5-6 dernières décennies de recherche et développement dans le domaine de la microbiologie, c'était vraiment biologique. Donc c'est ce qui a amené des technologies comme la PCR, dont tu as beaucoup entendu parler pendant le Covid, où tu vas aller trouver l'ADN ou l'ARN des bactéries, etc. Nous, on explore des technologies qui sont de l'ordre de la physique, donc vraiment de la photonique, donc de l'optique assez poussée, couplée avec du machine learning, sur lequel on pense qu'il y a un potentiel énorme et sur lequel on est en train de trouver de plus en plus de use cases extrêmement forts. Et donc tu l'auras compris, nous le but, c'est d'être capable de détecter extrêmement efficacement des bactéries, pas en jours, pas en heures, mais vraiment en minutes, avec un résultat qui est aussi fiable que les méthodes traditionnelles. Ok. Et là aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes combien aujourd'hui? dans Donc on approche la 30aine de personnes. Donc la boîte a un peu moins de 2 ans. On a eu la chance d'avoir des gros partenaires industriels de l'agro, de la pharma, de la cosméto, qui sont aujourd'hui les premiers utilisateurs de notre technologie. Et on a pu valider les performances de notre premier système sur un premier use case qui est vraiment un énorme pain point de l'industrie, qui est l'énumération de bactéries dans des produits, et sur lequel on a prototypé cette technologie. Donc aujourd'hui, il existe des machines et des systèmes avec tout un pipeline de machine learning qui sont déployés sur des sites de production et qui viennent donner un résultat en quelques minutes avec un niveau de fiabilité qui est extrêmement fort. Ok, super intéressant. On va revenir sur toutes ces technos pour vraiment bien comprendre parce que je pense qu'il y a des sujets qui sont compliqués et tout. On va revenir sur les sujets pour vraiment comprendre comment vous vous inscrivez dans ce problème-là et comment vous le résolvez d'une manière différente, parce que j'ai l'impression que il y a des concurrents qui essayent d'aller plus vite dans les tests, mais vous avez une technologie qui n'était pas utilisée dans ce secteur-là, et essayer de comprendre comment vous vous différenciez. Mais là, j'aimerais revenir un peu au tout début. Donc, Petit Film Maghreb. C'était qui Amin Raji en grandissant? Pourquoi t'as eu envie d'aller faire une classe prépa et de faire des études axées industrie, aux arts et métiers? J'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a amené vers ça. Moi, j'étais très curieux et je pense que j'ai une faculté que j'ai depuis que je suis tout petit, c'est de me passionner très rapidement pour quelque chose. Et ça, c'est un truc, c'est une sorte de hack que quand tu as... tu vois, par exemple, moi je suis un grand cinéphile, ouais. Et il suffit que je vois un film qui me plaise beaucoup pour aller googler le nom du réalisateur et me taper une semaine films. Quand j'étais gamin, vraiment tous les films. T'as toujours le temps de faire ça ou? Non, malheureusement non, mais je là, tu t'empêches de trouver des nouvelles passions. En fait, depuis 2 ans, j'en ai trouvé une, c'est la microbiologie, et du coup, je fais que ça, mais et l'entrepreneuriat en général. Mais voilà, et du coup, c'est ces manières de fonctionner un peu en mode tunnel. Et figure-toi que le plus gros tunnel que j'ai toujours fait, c'est vraiment les sciences humaines, la géopolitique. Et donc, à un moment, je pensais vraiment que j'allais me destiner vers ça. Et donc, j'avais, avec un prof d'histoire géo et quelques amis, on avait monté la prépa Sciences Po de mon lycée, Louis Massignon. On s'éclatait, on parlait de plein de sujets, on faisait de la théologie comparée, on faisait de la géopolitique du Moyen-Orient, etc. C'était au lycée, ouais. Okay. Et à un moment, c'est bon, j'étais en mode, je vais faire Sciences Po. Je réfléchissais beaucoup, et mes parents avaient une thèse différente qui était où ils disent si tu fais ingénieur. Non, si tu fais en fait ils avaient in fine un peu raison. Moi à l'époque même les profs voulaient m'envoyer en ES, ça existe plus, tu vois, mais ils étaient en mode Amine est très bon en maths, il est très bon en physique et tout, mais on sent vraiment des facilités sur tout ce qui est économie, sur tout ce qui est histoire, et même etc. une passion, un intérêt et tout. Exactement. Ouais. Et au final la thèse, c'était que malheureusement, dans le système dans lequel on est, si tu vas vers ces voies qui sont un peu sciences humaines et tout, ça te ferme beaucoup de portes par rapport aux techniques et aux scientifiques, alors que si tu vas vers le scientifique, la rebifurcation vers l'humain est beaucoup plus accessible et simple. Et donc, j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était scientifique, donc je me suis dit, allez, let's go. T'étais déjà quand même à l'aise sur ces sujets-là, oui, j'étais à l'aise et j'aimais beaucoup. Mais donc, le sujet vraiment que tu... à ce moment-là, je pensais, beaucoup de temps, c'était... exactement. Okay.
Et figure-toi que à partir de ce choix-là, je me suis rendu compte que tous les choix que j'ai fait dans ma vie après, c'était aller le plus vers le technique, vers vraiment la complexité technologique et technique, parce que je pense que beaucoup de problèmes qu'on a abordés dans notre vie, dans notre monde, vont être des problèmes techniques. Et la différence entre un ingénieur et un non-ingénieur, entre un technologue et un non-technologue, c'est pas forcément que un va mieux réfléchir que l'autre, c'est juste que l'ingénieur, il a pas peur de ça, parce que il a pas de carquois mental en se disant moi je sais pas faire, c'est pas fait pour moi, etc. Il se dit bon, normalement je devrais réfléchir. Et donc j'ai décidé de faire une prépa scientifique. J'ai fait maths sup, maths spé. Et cette barrière, tu vois, tu dis en gros, je suis d'accord avec toi, parce que quand tu réfléchis au sujet technique, t'en as tellement que en fait tout le monde est ignorant sur quasi tous les sujets, forcément. C'est juste, on t'apporte un nouveau sujet sur lequel t'as pas de background. C'est de se dire que tu peux, en tout cas t'y intéresser, que t'as les moyens d'essayer de comprendre une partie du sujet, etc. Exactement. Et c'est quand que t'as développé ça? Enfin, je veux dire, c'est quand que t'as enlevé cette barrière? Le vrai trigger que j'ai eu par rapport à ça, c'est j'ai fait mes 2 années de prépa qui étaient très théoriques, tu sais, des maths, de la physique, vraiment des maths, la continuité de ce que tu faisais dans le lycée, sur lequel j'avais pas mal. Le lycée, les prépas, donc ça reste même en termes de structure, c'est un peu la même chose. Et sur lequel vraiment j'avais pas mal de facilité. Et après, je suis pris aux arts et métiers, qui était l'école que je voulais, industrielle, etc. J'arrive en première année à Châlons-en-Champagne. Dans vraiment la Champagne-Ardenne, qui est le campus historique de l'école et qui est spécialisé en métallurgie. Donc c'est vraiment et là la première année, tu fais pas de maths, tu fais pas de physique, tu fais de la fonderie, tu fais de la déformation plastique, tu fais de l'usinage. Et donc faut faire des choses avec tes mains. Un TP, on t'arrive, t'as un énorme moteur fourni par Renault, il faut que tu le démontes complètement, il faut que tu le remontes complètement. Et que tu comprennes chaque bougie, chaque piston, chaque truc, à quoi il sert. Parce que même si t'as fait des cours de, je sais pas, d'électricité en prépa, en fait, tu comprends rien, un circuit, c'est de la, quand tu le vois, ça n'a rien à voir. C'est de la street smart, tu vois. Genre, c'est des trucs, et là, vraiment, je me suis senti, à poil complètement. Surtout, moi, Wild Casa, qui est très, théorique, très fondamental dans sa manière de réfléchir, et qui me retrouve à côté de Victor et Louis, qui ont passé tous les week-ends depuis qu'ils sont gamins avec leur père à bricoler dans le garage, à trucs, etc. Là, tu te sens vraiment nul. Ouais. Et c'était la première fois de ma vie où je me sentais... C'est pas quoi faire de tes mains. Ah non, mais là, vraiment, PLS complète. J'ai failli rater ma première année, pour te dire... Donc en gros, le cursus, donc en première année, ils font beaucoup de TP. Exact. La théorie des arts et métiers, ça remonte à Descartes, et c'est une théorie que moi j'aime beaucoup, qui est... Il y a toujours eu ce courant de pensée que la science... on va dire c'est quelque chose de noble, sur lequel il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de théories, etc. Et Descartes avait théorisé les arts et manufactures, les arts et métiers, où tu as les arts de la science théorique, mais tu as aussi les métiers qui sont les choses très applicatives et sur lesquelles tu peux trouver aussi une certaine noblesse et une certaine complexité. Et ça, c'est un peu toute la thèse des arts et métiers, c'est vous allez être des futurs managers, vous allez être des gens assez haut placés dans l'industrie et tout, mais pour commencer, il faut être sur le shop floor des usines, il faut démonter des machines, il faut et ça, moi j'aime vraiment beaucoup cette philosophie. Aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment ancrée en moi. Et donc la première année, tu touches très peu de papier, et c'est vraiment des TP très 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 techniques, sur lesquels j'avais énormément de complexité et sur lesquels j'étais obligé, pour survivre, de comprendre. Et c'est là où je me suis rendu compte que rien n'est impossible. Et moi qui pensais qu'il était nul à ça, tu vois, après j'ai fait toute ma vie dans des usines, la technique. Aujourd'hui, je fabrique du hardware très complexe, et ce déblocage m'a vraiment juste permis de me rendre compte que si t'enlèves avec la barrière mentale, tout est possible en fait. Il faut juste avoir l'énergie, l'envie, la motivation d'aller outre les sujets les plus complexes. Ouais, donc il y a un peu de barrière, la barrière d'aborder les sujets d'un point de vue un peu théorique. Donc ça, c'est peut-être tes études, etc. Et il y a cette barrière de construire des choses. Toi, ou en équipe, ou avec des gens, etc. Mais en tout cas, s'attaquer à ce genre de sujet. Exactement. Ok, du coup, ensuite, tu continues les arts et métiers. Ouais.
Tu fais des premiers stages, etc. Donc tu te diriges directement vers l'industrie. Ça, tu le savais. Mais tu vois, tu as plusieurs types de métiers en industrie. Tu peux, beaucoup de gens ont fait les arts et métiers, veulent travailler en industrie, mais plutôt des rôles, je sais pas, business, stratégie, management, etc. Et tu as aussi plein de rôles d'ingénieur, qui peut être supply chain ou autre. Comment t'as su vers quoi te diriger et comment s'est passée la suite jusqu'à ton premier job? Alors il y a peut-être quelque chose que j'ai omis de dire et qui est assez important, c'est que j'ai eu la chance de grandir dans une famille entrepreneuriale qui a tout le temps baigné dans l'agroalimentaire et qui m'a vraiment transmis de la passion de l'agroalimentaire. Donc moi j'ai toujours eu une fibre. Depuis que je suis gamin, je passe mon temps dans les fermes, dans les usines, et j'ai toujours été extrêmement fasciné par ça. Et donc c'est vrai, quand t'arrives aux arts et métiers, je me souviendrai toujours, il y avait une sorte de job fair où les anciens alumni venaient présenter leur métier, et t'avais des stands thématiques. Donc t'as les transports, tu sais, Thales, tous ces trucs-là, Safran, Airbus et tout, plein de gens qui y vont. T'as l'énergie, t'as Veolia, Suez, Engie, plein de gens y vont. Voilà, et t'avais l'agroalimentaire, et il y avait moi tout seul, avec des anciens qui étaient de chez Bell, de chez Danone. Moi, je trouvais ça trop stylé, tu vois. Mais en fait, ouais, alors l'agroalimentaire galère énormément sur l'attractivité des talents, et de moins en moins de gens veulent faire ça parce que c'est vu comme un métier difficile, pas noble, et surtout sur lequel la compétitivité des salaires est beaucoup plus basse que dans d'autres industries à forte valeur ajoutée. Donc c'est compréhensible, c'est triste parce que faudra toujours qu'on mange. Mais voilà, et du coup moi je me suis toujours passionné de ça, et j'avais vraiment de la thèse de j'ai envie de construire une expertise le plus rapidement possible dans un domaine sur lesquels j'ai une appétence forte, et donc on a tous des doutes sur qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, est-ce qu'on est vraiment fait pour ça et tout. Moi j'étais dans un mood, écoute, j'aime bien ça, je sais qu'il y a un énorme potentiel, ça fit avec mes valeurs. Mon grand-père, Larhmo, me disait quand j'étais tout petit, où il dit il y a toujours quelque chose dont les gens auront besoin, c'est de manger. Donc c'est pour ça qu'on est dans ça, etc. Et donc pourquoi je me poserais des questions, je vais être full in sur ce domaine-là. Et donc c'est vrai que quand tous mes amis sortis d'école, que ça soit en grande école d'ingénieur ou en grande école de commerce de Casa, ils allaient faire des métiers hyper prestigieux, très bien payés et avec une sorte de reconnaissance sociale, comme le M&A, le conseil en strat, tous voilà, ces métiers un peu white collar, très très bien vus par la société. Moi, j'avais pas peur à ce moment-là d'aller dans des métiers qui étaient beaucoup moins sexy, et donc aller en usine, dans des endroits un peu enclavés, vivre des expériences complètement folles, avec des gens aussi qui sortaient de notre microcosme habituel. Certains me prenaient pour un fou, et j'ai eu des remarques parmi tes amis ou en école, parmi ou les deux. les amis. Tu vois, on vient d'un microcosme à Casa qui a pas trop l'habitude de ça, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup d'uniformisation, et c'est normal, c'est un microcosme aussi un peu élitiste, de gens ambitieux, etc. Donc des fois ça faisait poser des questions. Mais moi j'étais persuadé que sur le long terme c'était la bonne chose à faire. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, après pas mal d'expériences à l'étranger, à passer 3 ans en Picardie, dans l'Aisne, dans un petit patelin qui s'appelle Boué, dans lequel j'ai fait un énorme projet CAPEX de construction d'une extension d'une usine, qui a été le plus gros projet que j'ai fait chez Nestlé, et qui était incroyable, autant techniquement que d'un point de vue gestion de projet. On te balance 75 millions d'euros, tu dois les gérer, tu dois recruter des gens. C'était une rénovation d'une usine, ou c'était une usine qui se lançait, ou c'était une vieille usine en France, qui faisait de la nutrition infantile, et c'était le plus gros capex que Nestlé avait fait depuis genre 50 ans en France pour retaper complètement cette usine et remplacer toute une partie du process dans un bâtiment à côté. Donc c'était entre ce qu'on appelle un greenfield et un brownfield. Et ça a été une expérience incroyable. Après, tu vois, je vivais dans une ville qui s'appelle Saint-Quentin, dans l'Aisne, où j'avais 1 heure de route pour aller
à l'usine, enfin 55 minutes de route jusqu'à Boué, parce que autour de l'usine à Boué, c'est tu vois pas loin de la frontière belge, il y a pas de il y a des petits villages, des petits patelins, et la seule ville où tu as des supermarchés, des je sais pas un cinéma, etc. c'est à Saint-Quentin, et après j'avais 1h30 de Saint-Quentin à Paris. Et donc j'ai passé la semaine là-bas, je travaillais beaucoup, les week-ends à rentrer à Paris. Et ouais, c'était une période assez folle et sur lesquelles je me sentais vraiment en décalage par rapport à tous mes amis, tu vois. Donc, et tu vois, c'est quoi les... T'as passé du coup 3 ans sur ce projet. C'est quoi tu vois, un apprentissage que t'as eu pendant ces 3 ans-là ou je sais pas, des anecdotes qui t'ont marqué. C'était quoi les moments forts un peu de cette expérience? Alors déjà la gestion du stress, parce que tu peux avoir plein de stress dans ta vie lié à ton travail, sur oh là là, je dois closer un deal, y a tel client qui attend, etc. et tu y penses toute la soirée et tout. Moi, j'ai vécu des stress humains, d'accidents du travail, de gens qui, tu vois, vont peut-être risquer leur vie ou avoir de l'immobilité permanente à cause d'un accident et c'est de ta faute en tant que donneur d'ordre, ou ça peut être de ta faute. Des risques liés à ta responsabilité civile ou pénale, parce que tu as des règles quand tu gères un énorme chantier comme ça vis-à-vis de l'inspection du travail, etc. Je peux te dire que c'est des vraies responsabilités. Ça te vaccine contre la gestion du stress sur le reste de ta vie, je pense. Et moi, ça m'a beaucoup aidé sur Sport Bio de vivre des trucs un peu comme ça, un peu extrêmes, qui aujourd'hui me font énormément relativiser sur tout ce que je gère, tu vois. Donc ça, moi, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Et la deuxième chose, c'est que j'étais le seul arabe, voire étranger dans cette bourgade. On m'avait recruté moi parce que il fallait un ingénieur assez technically skilled, mais qui parle français parfaitement parce que les gens sur place ils parlent pas anglais, mais qui parlent anglais parfaitement parce que les fournisseurs qui viennent installer les machines et tout, ils parlent pas français. Okay. Et qui acceptent d'aller vivre sur place. Donc là, il y a pas grand monde. Une shortlist de 3 personnes. Il y a pas grand monde et du coup, c'est cool parce que j'ai pu avoir accès à des responsabilités que tu vois à Paris dans des grands groupes, j'aurais jamais pu avoir à ce jeune âge. Premièrement, et surtout les rencontres humaines que j'ai fait. Tu vois, moi, mon quotidien, c'était avec des soudeurs, des chaudronniers, des électriciens, des opérateurs de production, des techniciens de maintenance, des agents de maîtrise, des gens qui, sincèrement, m'ont fait voir la vie différemment, avec qui j'ai passé des moments de vie incroyables. Et certains, je suis encore très très proche d'eux. D'ailleurs, récemment, j'ai vu sur les gens qui follow Sport Bio sur LinkedIn, tu peux voir la localisation des gens. T'as premier Paris, deuxième Londres, troisième Casablanca, quatrième Saint-Quentin, Picardie. Incroyable. Et donc, c'est tous mes anciens collègues, tu vois, qui sont trop mignons et avec qui j'ai vécu des moments complètement fous, tu vois. Et ouais, humainement, ça a été un truc de fou, surtout que je vais pas te mentir, quand je suis arrivé, il y a eu quelques sujet de racisme, tu vois, c'est normal, les gens ils ont jamais vu un arabe, tu débarques, t'es ingénieur, tu te dis que tu vas retaper l'usine, etc. Quand donc, t'es jeune, etc., voilà. Et moi je voulais pas me braquer contre ça, et je me suis dit non, je vais convaincre tout le monde que tu vois, je peux gérer ça et ça peut se faire dans des bons trucs. Et à la fin, c'est des gens qui m'invitaient chez eux pour faire des barbecues le vendredi après. Et t'as gardé contact Ouais, j'ai gardé contact. Ils m'envoient très souvent des messages et je suis retourné dans cette usine dans le cadre nouveau de Sport Bio et c'était un très beau moment. Ok, hyper intéressant. Tu vois, tu disais que ça fait très longtemps que t'as envie de monter ta boîte. Donc tu t'es dit, je vais me focus sur un sujet, je vais apprendre un maximum. Mais c'est quand vraiment que tu penses à cette idée-là, parce que du coup tu voyais c'est du contrôle qualité, je pense, voilà. Et donc j'imagine qu'à un moment t'as identifié ce problème. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que c'était un problème que tu voulais adresser? Et quand est-ce que t'as eu l'idée pour la première fois? Alors déjà, moi j'ai eu plein d'idées et ça faisait des années que je réfléchissais à plein de choses et je me disais est-ce que c'est le moment ou pas, mais la réalité c'est que toutes les idées que j'avais c'était des idées très béochra, très brick and mortar,
et très loin des idées de l'idée que je suis en train de développer maintenant. Donc j'ai eu vraiment énormément de choses avant de tomber dans ça. Parce que je pense que nous on est très habitués à ça et qu'autour de nous tous les projets qu'on voit c'est des marketplaces, c'est du e-commerce, c'est peut-être des fintech, etc. Et qu'aller dans un domaine aussi technique, aussi scientifique dans lequel je suis maintenant, j'avais juste pas d'exemple autour de moi pour me montrer que c'était possible. Par contre, j'étais tombé sur le use case donc du contrôle qualité. Je voyais clairement qu'il y avait un pain point. L'année 2022 a été vraiment décisive pour moi parce que c'était un peu une année noire de crise alimentaire un peu partout dans le monde où il y a eu des scandales chez Lactalis, il y a eu des scandales chez Ferrero, donc Kinder en plein pack qui a une affaire de salmonellose où il y avait plus d'œufs au chocolat Kinder pendant Pâques, qui est le moment où ils sont censés le plus en vendre. Et nous-mêmes en interne, on a vécu une crise vraiment marquante, qui est l'affaire Buitoni, des pizzas surgelées qui ont été contaminées par une bactérie, l'Escherichia coli. Je pense que c'est intéressant de bien comprendre ce problème-là, parce que on en avait parlé rapidement avant le podcast, et je trouve que c'est la meilleure manière de comprendre vraiment le problème que vous adressez chez Sport Bio. Comment, on va dire avant Sport Bio, en tout cas de manière traditionnelle, comment les contrôles étaient faits et qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème? Vraiment, comment s'organise l'entreprise lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un problème? Donc, en fait, l'agroalimentaire, vu que la majorité des produits sont frais, réglementairement, il n'est pas obligé pour l'industriel d'attendre le résultat du test microbiologique avant de mettre un produit sur le marché, pour une simple et bonne raison, c'est que les produits étant frais, s'ils faisaient ça, et vu le temps nécessaire à des tests microbiologiques avant d'avoir un résultat, on mangerait pas de produits frais, on mangerait pas de mâche, on mangerait pas de légumes en général, etc. Et donc, la plupart des industriels, sauf dans des cas critiques, par exemple pour la nutrition infantile, où en général c'est pas des choses qui sont admises au vu de la criticité et aussi de la shelf life du produit qui est beaucoup plus longue, mais un industriel va mettre un produit sur le marché, vraiment ship le produit classiquement, et après recevoir le résultat de tests microbiologiques qui peut arriver au meilleur des cas 5-6 jours après, voire une vingtaine de jours si l'industriel externalise le test. Ça doit être envoyé à un laboratoire, t'as toute la supply chain en amont qui peut être assez complexe. Et donc c'est un énorme pain point parce que moi, en tant que responsable qualité d'une usine, imaginons, je suis dans un dilemme constant entre la qualité de ce que je produis et la productivité de business qui, on peut pas se mentir, sont des contraintes extrêmement fortes. Est-ce que je mets mon produit sur le marché mais je dors pas la nuit parce que je sais pas s'il est safe ou pas, ou est-ce que j'attends et si ça se trouve j'attends pour rien et je baisse complètement ma productivité. Et donc ça, c'était un pain point que j'avais vraiment vu un peu partout, et aussi plein de choses liées aux tests microbiologiques qui sont vraiment très compliquées. Donc les tests microbiologiques, tu peux pas les faire n'importe où, tu as besoin de laboratoires spécifiques avec ce qu'on appelle des biosafety level, qui fait que soit t'es un industriel riche et tu peux te permettre de construire un laboratoire au sein de l'usine avec des sas de décontamination, c'est pas mal de capex, tu dois recruter des gens formés, c'est toute une science la microbiologie, donc voilà, et donc tu internalises tout ça et donc tu peux avoir un résultat rapide. Tout le monde ne peut pas se permettre. Exactement, et donc la majorité des usines agroalimentaires n'ont pas ça sur site, et donc elles vont devoir dépendre de laboratoires externes, de groupes comme Eurofins, Biomérieux, etc., qui reçoivent des échantillons, mais sur lesquels tu as cette supply chain qui est assez complexe. Et donc, fort de tout ça, je m'étais dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, petit ingénieur chez Nestlé, à l'époque, j'avais aucune idée qu'on pouvait inventer une nouvelle technologie et faire un truc aussi ambitieux que ce qu'on fait actuellement. Donc moi, la seule idée que j'avais eue à ce moment-là, c'est on va faire un SaaS, donc Software as a Service, qui va permettre aux industriels de mieux gérer la data qualité. Donc ça, c'était une idée forte que je voulais faire. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'étais dans ces cas-là et que je travaillais avec mes collègues de Nestlé pour prendre des décisions assez touchy sur la libération ou non des lots, t'avais des papiers un peu éparses qui étaient reçus par les laboratoires externes, t'avais des informations sur les différents lots, toute la traçabilité qui était assez complexe. Tu te doutes bien que l'industrie agroalimentaire, c'est une industrie encore loin dans les sujets de digitalisation et de paperless, etc.
Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Je commence à travailler sur le sujet, je commence à énormément me renseigner, à voir qu'il y avait des petites choses, mais rien qui avait vraiment percé, voilà. Et en fait, je me rendais compte que moi, je sais pas coder, et je suis nul en software engineering, et que j'ai besoin de quelqu'un de solide à mes côtés. Du coup, je me fais contacter par Entrepreneur First, je sais pas si tu connais, c'est un incubateur, talent accelerator. Et qui en même temps fait matcher des gens. Exactement. Et en fait, donc c'est une excellente idée pour toute personne qui sait qu'il veut entreprendre, qui a cette période de sa vie, mais qui a pas d'idées fortes, de cofondateurs, qui sont des choses tellement importantes. Et moi, il y a un truc que j'adore, c'est que souvent, toi, si tu veux monter une boîte, tu vas dire, ok, je vais monter un truc sur ça, tu vas te mettre avec une personne, un peu comme ça, tu vois, vraiment sur le vif. Et après, tu creuses cette idée, et peut-être au bout de 3-4 mois, tu te dis, c'était peut-être pas la meilleure chose. Et tu sais quoi, souvent, c'est pas la meilleure chose parce que c'est normal. Il faut ça, c'est beaucoup de temps et d'énergie pour comprendre vraiment les besoins d'un marché, etc. Le problème, c'est que souvent, t'es un peu piégé. Tu peux toujours pivoter et tout, mais souvent, t'as embarqué des gens, ça y est, t'as commencé à en parler autour de toi et tout. Ce qu'il faut entrepreneur faire, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu rentres pas dans ce truc-là. Ils te disent non. Te jette pas sur une idée et tout. Toi, t'as des pain points, t'as des hunchs, ce qu'ils appellent des hunchs, donc des assumptions, des hypothèses, tu vois, mais te jette pas sur un truc comme un cheval fou et attends de les tester, attends de les valider, attends de comprendre, etc. Et ça, je trouvais ça vraiment très cool. Et aussi, j'avais un ami à moi, Maghrebi d'ailleurs, Tiawa, qui avait fait Entrepreneur First, ça s'était super bien passé, il avait récemment vendu sa boîte et il m'en parlait hyper bien. Donc je me suis dit, allez, let's go. Et il s'avère que la première sur les 59 autres personnes d'Entrepreneur First que j'ai rencontrées, c'est un chercheur de l'Institut Pasteur en microbiologie qui s'appelle Maxime Mistretta, avec qui on est allé prendre un verre sur les quais avant même le début du programme. Et voilà, je commence à lui parler de mon use case qu'il ne connaissait pas du tout, parce qu'il faut savoir que l'académique et l'industrie, c'est pas des mondes qui se parlent et qui connaissent très bien. Exactement. Et donc, lui, il était fasciné. Et moi, il avait une assumption forte. Il me dit, mais mec, pourquoi vous utilisez encore des boîtes de pétri? Pourquoi vous utilisez encore ces technos? Alors que dans l'académie, il existe des nouvelles choses qui ont été développées, souvent qui arrivent dans le médical et qui prennent quelques années à pénétrer l'industrie, sur lesquelles on peut vraiment faire quelque chose. Et donc lui, il avait travaillé sur plein de technologies différentes. Et il m'a permis de rêver un peu plus grand que mon petit sas, où la réalité, c'est que ça aurait sûrement aider à la résolution du problème, mais extrêmement superficiellement, parce que en fait la donnée elle est pas là, donc tu peux aussi bien les aider à l'organiser, la dashboarder, l'organiser, etc. Mais en fait tu dois encore attendre plusieurs jours avant que la donnée elle soit là, et donc on s'est dit on va aller beaucoup plus loin. Ok, donc ce qui se passe, c'est que tu sais que tu vas entreprendre, t'as ces sujets qui t'intéressent, que tu identifies, après tu rejoins Entrepreneur First. Et donc, c'est pendant ces discussions-là avec Maxime que vous avez l'idée. Exactement. Ok. Et quand vous commencez Entrepreneur First, comment ça se passe? En général, les gens n'arrivent pas forcément avec une idée ou un cofondateur. Vous, donc, rapidement, vous vous mettez ensemble. Exactement. Et donc là, c'est quoi les premières étapes de l'idée? C'est-à-dire, de ce que je comprends, Maxime, il était dans le monde académique. Ouais. Il avait travaillé et identifié peut-être des technologies qui peuvent fonctionner. Et toi, tu avais ce problème que tu avais identifié. Donc, vous vous êtes dit, on peut essayer de construire quelque chose à partir de là. Ensuite, c'est quoi les premières étapes pendant Entrepreneur First et jusqu'à vraiment se dire, bon, ok, c'est la bonne boîte à lancer et on se lance? Donc, clairement, quand tu arrives, il t'encourage à mettre en question et essayer d'invalider ton idée, parce que souvent, 90% du temps, les idées qu'on a comme ça, c'est de la merde, et il faut apprendre à être dur avec soi-même, parce que sinon le marché va être extrêmement dur avec toi. Et donc il y avait deux choses qu'on devait faire au début. C'est est-ce que l'hypothèse d'Amine qu'il y a un énorme pain point lié aux tests microbiologiques dans plein de use cases différents, elle existe. Et donc tu t'amuses à aller parler à des dizaines, à des centaines d'industriels un peu partout dans le monde, dans des use cases différents, qui ont des typologies d'usines, des tailles d'usines différentes, pour savoir, sans lui parler du sujet des tests microbiologiques, en lui disant que t'es un ancien Nestlé, t'es en train de penser à monter un projet, tu veux discuter un peu avec lui, c'est quoi ses problématiques opérationnelles, etc. Si tu parles à 10 personnes et que t'en as pas au moins 3-4 qui te sortent, putain, et les tests microbio,
c'est vraiment nous ça nous rend fous, etc. C'est sans lui parler du fait que tu t'intéresses peut-être même à la qualité. C'est-à-dire vraiment, tu parles à un industriel qui connaît le sujet. Exactement. Qui s'occupe d'usine, etc. Exactement. Mais il a plein de problèmes différents. Et tu lui dis, écoute, c'est quoi tes sujets? Alors il va te dire, recrutement c'est difficile, on a un turnover de fou. Il va te dire, ouais, on a une pression business, on a des capacités limitées et tout. Et s'il te dit, et en plus, les tests microbio, c'est vraiment, on doit attendre, etc. Là, c'est vraiment, un marqueur tellement fort, parce qu'en fait, souvent, les entrepreneurs, ils passent en pitch mode, tu vois. Tu parles à quelqu'un et tu dis, on est en train de développer une super technologie. C'est vraiment le futur, on va révolutionner tel marché. Quoi que tu sois en train de monter, la personne en face de toi, elle voudra être très gentille avec toi, elle va te dire, ah ouais, ah putain, trop bien, c'est super ce que vous faites, bravo et tout, quand c'est dispo, appelle-moi et tout. Toi, tu ressors du meeting, mais t'es on fire. Par contre, le jour où t'as un produit, tu recontactes cette personne, tu dis, voilà, est-ce qu'il va sortir le chéquier? Tu n'en as aucune idée. Et donc, ça, c'est un bouquin d'ailleurs qui a été écrit par Rob Fitzgerald, qui s'appelle The Mom Test, qui est conseillé. C'est un peu la bible de tous les entrepreneurs à Silicon Valley, etc. Et sur qui je pense a vraiment raison. Pourquoi Mom Test? Parce que si tu vas pitcher à ta maman un projet, elle va dire, oh, tu parles avec Simon, magnifique. Ouais. Elle va jamais aller contre toi. Et donc, il faut apprendre à ne pas rentrer dans ce mode pitch, tu vois, et à parler de problématiques, à aiguiller la discussion, etc. pour savoir vraiment est-ce que c'est un problème. Et si c'est ce qu'on appelle un hair on fire problem, c'est-à-dire vraiment le mec c'est dans son top 5 des problèmes qu'il doit gérer au quotidien, t'inquiète pas que si t'as une solution à ce problème, il va résoudre. Si c'est pas dans ça, c'est très 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 difficile de trouver des clients. Et donc moi c'était mon premier objectif, c'est de me définir si je m'attaquais vraiment. Je vais passer des années de ma vie, énormément de ressources, recruter plein de gens, lever des fonds, etc., etc. Vraiment que ça soit sur quelque chose qui matter et sur lequel je suis prêt à déployer tout ça. Et le deuxième truc qu'on devait faire, c'était un gros travail plus scientifique, d'état de l'art, de tout ce qui existe aujourd'hui comme solution à ce problème et pourquoi ça n'a pas encore été pénétré. Et donc ça, c'est un travail que plus Maxime a l'idée. À ce moment-là, on travaillait vraiment, il n'y avait pas de distinction et on voulait vraiment travailler ensemble et tout faire ensemble. En plus, c'était les débuts, donc ça vous a permis de voir que vous travailliez bien ensemble. Exactement. Et du coup, on a parlé à je ne sais combien de centaines d'académiques, de chercheurs, de key opinion leaders dans le domaine de la food safety, de la microbiologie, etc. On a fait une liste de toutes les technologies qui existent, comprendre leurs avantages, leurs inconvénients. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de technologies qui existaient, énormément. Par contre, les méthodes culturelles, donc la fameuse boîte de pétri où tu attends plusieurs jours, ça reste 95% de part de marché. Okay. Donc pourquoi les nouvelles technologies, elles n'ont pas réussi à remplacer la boîte de pétri. Donc tu rentres dans des sujets très opérationnels, tu rentres dans des sujets de pricing, tu rentres dans des sujets aussi de dynamique de marché où tu as des gens qui veulent pas auto-cannibaliser leur marché en apportant des solutions beaucoup trop innovantes qui vont leur faire perdre des parts de marché sur le reste. Bref, tu commences à comprendre un peu tout le truc et tu te dis « Ah oui, il y a vraiment quelque chose à faire ». Et c'est là où Maxime, il avait travaillé sur plein de technologies, de la microfluidique, d'analyse d'images, etc. Il y avait ces nouvelles technologies de biophotonique couplées à du machine learning sur lesquelles il y avait un vrai momentum. C'est-à-dire qu'on voyait de plus en plus de publications scientifiques, t'avais plein de centres de recherche qui commençaient à s'y intéresser. On a parlé à principalement 3 centres de recherche, un qui était en Corée, un qui était aux États-Unis et un qui était en France, géré par l'ANSES, donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui travaillait sur ces sujets d'analyse spectrale d'échantillons pour détecter on va faire une petite parenthèse. Parenthèse technologique pour comprendre sans rentrer forcément dans tous les détails, mais juste pour définir un peu les différents termes et bien comprendre la technologie. Donc biophotonique, donc c'est de l'imagerie sur de la biologie. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement c'est quoi la biophotonique et c'est quoi l'analyse spectrale dont tu parles, vraiment dans les grandes lignes, mais juste pour comprendre bien sûr. Est-ce que vous vous situez dans... Donc le jeu, c'est de trouver des bactéries dans des échantillons. Si tu veux, il y a 3 manières de le faire, grosso modo. La première manière, c'est la manière classique, où tu vas venir prendre cet échantillon, tu vas le mettre dans un milieu de culture où les bactéries, elles vont bien se développer. Ouais. Tu laisses plusieurs jours bien au chaud, dans les meilleures conditions pour que les bactéries se développent. À un moment, les bactéries, elles se multiplient et quand tu le sors, tu vois des grosses taches qui sont indicatrice de la présence des bactéries de base. Ça, c'est la première méthode qui a été inventée en 1870 par
toute l'époque pasteurienne, etc. Ça existe depuis 200 ans. En fait, c'est une incubation pour que ça prolifère et que tu puisses les voir. Exactement. Okay. Après, tu as toute une vague de technologies qui sont arrivées dans les années 80 qu'on appelle la biologie moléculaire. Donc, c'est les méthodes dont je te parlais tout à l'heure de PCR, de qPCR, etc. où tu vas aller, non pas attendre que les bactéries grossissent, mais tu vas aller chercher l'ADN ou l'ARN des bactéries. Okay. De manière assez efficace. Et ça, c'est des technologies qui marchent très très bien, qui sont en train vraiment de se développer et qui ont une problématique, c'est que tu peux pas le faire directement sur un échantillon parce que tu n'auras pas assez de quantité de bactéries pour être capable de les détecter. Et donc, tu vas passer par ce qu'on appelle une étape d'enrichissement qui va être plus rapide que les 5 jours, mais sur lequel tu vas quand même te taper 24 à 48 heures d'enrichissement et du coup tu as toujours les labos nécessaires parce que tu viens multiplier le background biologique de ton échantillon et donc c'est assez contraignant pour les industriels. Et le gros problème de ces technologies, c'est le coût. La boîte de pétri, c'est par test, c'est pas grand chose parce que c'est vraiment que du gel d'agar qui est donc la nourriture pour les bactéries, une boîte en plastique. Les coûts, c'est de la logistique, c'est souvent exactement, externe. Exactement. Et surtout des ressources humaines pour faire tout le travail. Et le temps. Et le temps que voilà. Presser, quand même. Alors que la PCR, c'est beaucoup de consommables, tu vois. C'est aussi une consommation énergétique. Et donc les OPEX liés à l'utilisation de la PCR, c'est vraiment très contraignant. Dernière chose, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et t'es un industriel, t'as une usine agroalimentaire, tu veux mettre une PCR chez toi. C'est un peu une usine à gaz, c'est un très gros projet, il faut la qualifier. En général, les petits 5, parce que tu disais 95% boîte dans l'organisation actuelle du marché du contrôle de la qualité dans l'agroalimentaire, t'as 95% qui font encore la boîte de pétri, donc la méthode qui existe depuis longtemps, exactement. Et t'as quelques 4-5%, dont une partie qui fait du PCR. Et une grosse partie qui fait du PCR, ouais. Et donc, vous identifiez ces autres technologies, j'imagine que vous comprenez pourquoi elles se développent pas, parce que tu disais il y a des sujets parfois de pricing, où c'est pas la bonne technologie, où on n'y est pas encore, etc. Et vous vous dites, celle-là, c'est peut-être la bonne. Il y a un momentum, il y a des nouvelles technologies, cette technologie est en train de se développer, on le voit dans le monde académique, et donc c'est une bonne option, on va la tester. Ensuite, comment vous mettez ça en œuvre? Donc tu disais que vous étiez une deep tech technologie à fort valeur ajoutée technologique, une entreprise à fort valeur ajoutée technologique. Et donc, en général, vous avez besoin de fonds pour prototyper, avoir un premier prototype que vous pouvez mettre sur le marché. Comment se passe cette étape-là? C'est-à-dire le passage de la validation théorique à mettre en œuvre le projet. C'est un très bon point. C'est-à-dire que on a une idée, on a une hypothèse qu'il y a des nouvelles technologies qui peuvent aller foutre un énorme boxon dans ce marché de la microbiologie industrielle. Par contre, la réalité, c'est que moi et Maxime, tout seul, dans notre côté, on peut pas faire grand-chose. Il faut des ressources, des fonds pour être capable d'aller monter un truc d'envergure. Et ça, c'est une particularité de la deep tech, c'est que contrairement au B2B SaaS ou à la grande majorité des projets entrepreneuriaux auxquels tu peux penser, tu pourrais faire ce qu'on appelle du bootstrapping, c'est-à-dire tu pourrais juste commencer, coder un petit truc, commencer à trouver tes premiers clients, avoir du chiffre d'affaires, réinjecter le chiffre d'affaires dans le développement de ton entreprise. Moi, je peux pas faire ça. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour construire une machine, pour recruter les meilleurs chercheurs au monde, pour avoir un pipeline de machine learning, pour valider les performances, etc., etc. Et donc, par contre, si tu vas juste voir des fonds d'investissement et leur dire, avec ton beau sourire, j'ai une très belle idée, ça vous dit de mettre je sais pas combien de millions sur moi, tu vas te faire dégager parce que il faut aussi que tu montres que t'as dérisqué certaines choses et que avec vraiment pas grand chose, t'as été capable de construire quelque chose qui permet de dérisquer. Et donc les premières choses qu'on a voulu faire, c'est dérisquer commercialement, c'est-à-dire qu'il faut, ça c'est pour moi un must dans la deep tech, c'est que tu vas pas passer des années de R&D s'il n'y a pas un vrai besoin industriel, opérationnel. Et donc il faut que tu montres ce besoin-là. Et comment tu le montres? Tu le montres, t'as plusieurs manières de le montrer. Les plus simples étant des marques d'intérêt de clients, c'est-à-dire qui t'écrit ce qu'on appelle une LOI ou une lettre d'intention, exactement. Si la technologie est développée dans un certain cadre, exactement. On est intéressé, ok. Exactement. Et après, t'as des choses encore plus puissantes que, alhamdoulilah, nous on a réussi à avoir, c'est vraiment des pilotes ou des proof of concept payantes, c'est-à-dire que t'as des industriels qui ont un pain point tellement élevé qui sont prêts à co-développer avec toi et mettre à ta disposition vraiment des ressources d'expertise, de temps,
pour venir t'aider à construire ce que tu veux construire. Et nous, en plus, on avait une problématique assez clé, c'est que nous, on a besoin de data pour entraîner nos modèles à reconnaître toutes les bactéries, tous les différents types de produits, etc. Et la data, au final, c'est nos clients qui l'ont. Et donc, la réalité, c'est qu'on est allé les voir en leur disant, on veut construire ce gros projet at scale de microbiologie, on a besoin de vous. Mettez à disposition vos data pour nous permettre d'avancer et de valider le système pour que vous soyez les premiers utilisateurs de ce système-là. Donc, on est allé voir plusieurs gros industriels, de l'agro, de la cosméto, de la pharma, et on a eu la chance d'avoir cette première preuve de traction commerciale où il y a des gens qui veulent vraiment, donc qui ont ce hair on fire problem et qui sont prêts à s'engager dans ces projets d'envergure des R&D avec nous. Donc ça, c'était le premier point. Ce qui veut dire pour eux suivre avec vous, potentiellement avoir des ressources humaines à la fois à vous et à eux qui travaillent sur le projet. Donc c'est un investissement pour essayer de co-développer la solution. Exactement. Ok, donc ça vous le sécurisez. Le deuxième point, c'est dérisking technologique. Et donc ça, on l'a fait de deux manières. Premièrement, on a fait ce qu'on appelle un white paper. Donc on a passé beaucoup de temps. Je dis on, c'est Maxime qui a passé pour le coup beaucoup de temps à faire un état de l'art de toute la bibliographie scientifique qui existe dans ce domaine, à constituer un scientific board des personnes clés dans le monde entier, donc principalement de ces 3 centres de recherche dont je t'ai parlé un peu partout dans le monde, qui vont venir vraiment s'impliquer et accompagner la roadmap technologique de Sport Bio. Et il y avait un dernier volet qui pour moi était très important, c'est que je me voyais pas aller voir des investisseurs juste avec des choses théoriques, tu vois, sur l'état de l'art et tout, et je me suis dit, il faut qu'on arrive à prouver qu'on est des doers, tu vois, et qu'on est capable de faire quelque chose avec pas grand chose. Et donc, on a construit notre premier prototype, dont j'ai extrêmement honte aujourd'hui. Et ça, c'était avant de lever des fonds. C'était avant de lever des fonds. Juste avec les moyens du bord. Juste avec les moyens du bord, quelques spectros, voilà, on a construit quelque chose. Et vous avez pu faire un premier test On a fait des premiers tests, et le but de ces tests, c'était est-ce qu'on arrive à avoir du signal. C'est vraiment juste ça, et montrer avec nos propres data. On n'avait pas de labo à l'époque. On est rentré de manière un peu pirate dans des labos dont je ne mentionnerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais parce que je pense que c'est la chose à faire. Tu vois, au début, t'as même pas de boîte, t'es pas incorporé, et t'es obligé de leverage ton réseau, tes connaissances, etc. Et ça, c'est ce qu'on a vraiment très bien fait de notre côté, Maxime et moi. Et donc, on avait ces différentes choses. Ah oui, j'oublie une dernière chose. On a eu la chance d'être rejoint par un troisième cofondateur à ce moment-là, qui s'appelle Mohamed Chazi, qui est un entrepreneur expérimenté, qui a monté une première boîte dans un domaine qui n'a rien à voir, qui s'appelle Gymlib, qui l'a exit, qui était un beau succès de la French Tech, et qui nous a rejoint pour être notre COO. Et en fait, ça c'est hyper important parce que la réalité, c'est que quand tu lèves des fonds en early stage, un point vraiment très important, c'est la qualité de l'équipe. Et en fait, avec l'arrivée de Mohamed, on avait vraiment l'équipe théorique sur le papier parfaite pour aller s'attaquer à cette mission. Amine, qui connaît très bien le marché, qui a passé toute sa vie dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, qui a été exactement à la même place que ses clients, et donc qui arrive à on va dire à leur parler, à faire tout ce qui est customer facing de manière très naturelle. Maxime, qui a, je pense, est la meilleure personne au monde pour construire ce qu'on est en train de construire d'un point de vue technologique et académique, et Mohamed, qui a une expérience entrepreneuriale très forte, toutes les étapes et qui nous permet vraiment de bien gérer de manière saine tout ce qui est back office chez Sport Bio, qui est clé pour qu'on fasse des choses de manière saine dans notre scaling, et qu'on puisse se permettre de brûler des étapes, parce que sincèrement on l'a fait depuis le début sans trop se mettre à risque, alors que s'il aurait pas été là, moi j'aurais clairement pas pu tout gérer, j'aurais fait des grosses bêtises. Et donc là, sur le papier, on avait ce qui pouvait considérer un cas très fort d'un sujet qui est potentiellement bien finançable. T'as l'équipe, t'as une dérisking commerciale, t'as un dérisking technologique, let's go. Là on peut commencer à... Et donc là, tu fais ta levée de fonds. Tu lèves 8 millions d'euros en pré-seed, ce qui est beaucoup et ce qui montre l'ampleur, je veux dire, technologique du projet, parce que il faut créer une équipe, il faut prototyper, etc. C'est quoi tes petits conseils pour quelqu'un qui est entrepreneur,
peut-être en deep tech ou pas, mais je veux dire à la fois généralement et dans ton cas précis, pour la levée de fonds. C'est quoi les 2-3 tips que tu as vus? Déjà, en fait, tu vois, quand je t'ai fait de la description, je me sentais prêt. Et donc, je pense que c'est la vraie première question, c'est est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que toi-même, tu serais investisseur, tu verrais quelqu'un? Est-ce que toi, tu mettrais de l'argent? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la levée de fonds, c'est un truc un peu magique, où il faut juste trouver le bon contact, la bonne personne et tout, alors qu'il y a quand même du rationnel derrière, tu vois. Et que tant que t'es pas prêt, moi je conseillerais à n'importe quelle personne de ne pas se griller ses cartouches et de parler à aucun business angel, à aucun investisseur avant d'être solide sur ses appuis, d'avoir une roadmap, de savoir où tu vas aller, de savoir comment tu vas utiliser l'argent, etc., etc. Ouais. Et souvent, de manière contre-intuitive à cette période, la meilleure manière de faire ta levée de fonds, c'est de ne pas faire ta levée de fonds. C'est vraiment de te concentrer sur ton produit, sur ta technologie, sur tes clients. Pour améliorer, on va dire, what matters in fine, avant d'aller parler à des investisseurs. Donc ça, c'est le premier point qui pour moi est clé. Et le deuxième, c'est réussir d'une certaine manière à retourner le rapport de force assez rapidement, ce qui pour moi est la manière la plus saine de faire une levée de fonds, parce que t'as aucun intérêt à ce que un investisseur, lui, plus il attend, plus il des risques, mieux c'est pour lui. Donc quand il est tout seul vis-à-vis de toi. Et donc il faut que tu arrives à changer ce rapport de force pour créer une sorte de compétition et que ça soit pas Simo qui est à genoux en train de demander de l'argent à des investisseurs, mais non, une personne qui ouvre son capital, qui sait qu'il a une classe d'actifs qui peut être extrêmement demandée par plein de gens dans le monde et qui va être picky, qui va bien choisir ces gens-là. Et donc, tu me diras comment tu fais ça et comment tu arrives à changer ce rapport de force. Moi, Sarah, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de truc très processé pour arriver à le faire. Mais ça se joue beaucoup là, non pas dans la rationalité du fundraising, mais dans la partie un peu art. Comment tu rentres en contact avec les personnes, comment tu arrives à parler au plus de monde en même temps, pour qu'ils savent qu'ils sont dans un process un peu de compétition et qu'ils sont pas tout seuls à te parler et que t'as aucune chance de lever, etc. Et créer vraiment cette hype autour de ton projet dans ce petit monde qu'est le capital risque, parce que ils se parlent tous Spinach Home, partout dans le monde, ils scoutent très bien tous les profils qu'il y a, tous les bons projets, etc. Et donc arriver vraiment à faire de ta boîte la boîte qui mérite d'être vue avec les bons yeux pour te sentir vraiment even dans le rapport de force. Ok, c'est hyper intéressant. Après cette levée de fonds que vous avez annoncée, je crois, en 2023, fin 2023, mais du coup qui a eu lieu pendant l'année 2023, qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Est-ce que tu peux nous raconter la phase de prototypage jusqu'à aujourd'hui pour comprendre voilà, comment vous avez mis ces fonds au travail et où est-ce que vous en êtes arrivé? Ouais, donc la première chose qu'on a dû faire, c'était monter une équipe, parce que si tu veux, pour construire notre MVP, Minimal Viable Product, on avait besoin peut-être de 12 hard skills différents pour y arriver. Donc notre projet est extrêmement interdisciplinaire. Tu as de la photonique, tu as du hardware engineering, tu as de la microbiologie, tu as du pré-traitement d'échantillons, tu as du machine learning, tu as tout le data engineering en amont pour gérer la data en entrée. Donc c'est peut-être des termes un peu barbares, mais c'est plein de sciences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et sur lesquelles tu dois aller chercher des gens très pointus dans le monde entier pour s'attaquer à ce projet-là. Et donc ça, moi, ça a été ma grosse responsabilité de l'année 2023, c'est comment toi, t'as juste une idée, tu viens d'incorporer la boîte il y a quelques mois, t'es tout seul, comment tu vas convaincre des gens qui sortent des plus gros labos de recherche académiques, des plus grosses entreprises au monde, comme Biorad, comme Rakuten, comme Coca-Cola, comme Nestlé. Donc tout ça, c'est les gens qui travaillent aujourd'hui chez nous.
et qui vont accepter de quitter toutes ces entités-là pour rejoindre Sport Bio, boîte en stealth, donc en sous-marin, qui n'a encore pas de site, aucun élément de communication externe, qui fait hyper attention à ça pour des raisons évidentes de propriété intellectuelle. Donc on a mis quelques mois avant de déposer nos brevets, donc on pouvait pas en fait communiquer, et du coup ça nous aidait vraiment pas pour aller attirer les meilleurs talents. Et du coup ça a été le premier gros challenge, et je pense un challenge qu'on a vraiment bien géré. Parce qu'aujourd'hui je suis vraiment hyper fier de l'équipe qu'on a, et des experts dans plein de domaines différents qu'on a réussi à réunir. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, dans l'histoire de la microbiologie, il n'y a jamais eu autant de gens skilled et vraiment experts dans leur domaine réunis dans une salle pour résoudre ce même problème. Donc ça c'est vraiment une énorme fierté. Une fois qu'on avait cette première équipe, on a dû construire des systèmes et tout le pipeline, donc vraiment du pré-traitement d'échantillons, la machine qui va venir analyser le système, le pipeline de machine learning qui va venir annoter, entraîner les datasets, lancer des inférences. Donc je suis désolé, c'est assez technique, mais c'est vraiment toutes les différentes étapes quand tu entraînes un modèle de machine learning à reconnaître quelque chose, pour de la computer vision ou voilà, et donner un résultat. Et donc, bien sûr, la première fois que tu fais ça, ça marche pas très bien parce que tu t'es rendu compte que là, fallait changer ce truc-là, ce paramètre fallait changer. Tu itères, tout ça en R&D, donc sur des grosses machines assez complexes qui sont impossibles à on va dire déployer sur des sites de production, mais qui sont vraiment faites pour être flexibles, pour te permettre d'avoir cette adaptation et cette itération la plus rapide, jusqu'à que, bam, il se passe un truc, ça commence à marcher, on a des bons résultats. Et on peut se dire, ok, là... Comment maintenant optimiser, passer exactement, à un produit. comment prototyper, tu vois. Et donc passer à un système... Oui, quand je dis prototyper, c'est sur le hardware, mais aussi sur le software. Comment tu passes sur quelque chose que tu peux vraiment mettre dans les mains de ton client. Le logiciel que vous allez mettre chez l'industriel. Exactement. Pour qu'il puisse gérer ses tests, les suivre, etc. Exactement. Et les modèles de machine learning, tu vois, où tu te poses plein de questions... très existentielle sur ce que ça va être en local, ce que ça va être dans le cloud. Mais attends, mais il n'y a pas Internet là-bas, donc c'est dans les usines où tu as des problèmes de réseau, donc comment tu vas gérer ce genre de problématiques, etc. Et donc vraiment, tu passes du labo à l'usine, pardon. Et le gros milestone pour nous de l'année 2023, ça a été, et avec très grande fierté, souvent ça arrive pas trop dans les boîtes deep tech, c'est avoir été capable de déployer les premières machines très rapidement chez nos clients, qui ont été déployés au début de l'été dans plusieurs usines un peu partout dans le monde, qui sont pas bien évidemment totalement opérationnelles. Ça, c'était été 2023 ou non, été 2024. Été 2024, ok. Donc en un peu moins d'un an. Ok. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Vu le produit, c'est hyper rapide. Et ça, c'est vraiment nous ce qu'on essaye de faire chez Sport Bio, c'est appliquer des modes de fonctionnement, des modes de pensée assez itératifs, assez ship fast, etc. dans un domaine qui habituellement ne l'a pas eu. La deep tech, où voilà, c'est des cycles de R&D qui en général sont très long, et surtout le hardware, où je te rappelle que moi c'est pas juste un update à ship et ça passe très rapidement. On a des spare parts, donc des pièces détachées sur lesquelles tu as des délais de livraison qui arrivent de partout dans le monde, etc. Donc des fois c'est une vraie galère, mais pour l'instant on est vraiment super content de comment on a itéré sur ces produits-là. Ok. Donc vous avez pu mettre ces prototypes chez les clients et ensuite continuer à co-construire pour continuer à l'améliorer, etc. Mais si on va un peu pour les prochaines années pour Sport Bio, c'est quoi ta vision avec Sport Bio? Où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans? Et voilà, comment tu vois les choses? Moi, mon but avec Sport Bio, c'est vraiment régler un problème que j'ai vu et apporter les actifs technologiques les plus best in class au monde pour aller résoudre ce problème, tout en les rendant les plus simples d'utilisation pour un opérateur de production ou un technicien de laboratoire. Et moi, mon but avec Sport Bio, c'est vraiment de voir ça. C'est voir des usines un peu partout dans le monde, des centaines d'usines, utiliser notre système, pouvoir libérer leurs produits beaucoup plus rapidement et s'assurer de la bonne qualité de leurs produits sans
plus avoir de pression business ou supply chain parce qu'il doit faire beaucoup plus vite et qu'en fait avant ils n'avaient pas les outils pour. Okay. Donc c'est un énorme marché à plusieurs milliards. Ça prendra des années, c'est sûr, mais moi tant que je m'éclate, que je suis avec des gens incroyables qui sont tous bien plus intelligents que moi et qu'on sent que chaque jour, chaque matin tu te réveilles, tu sais pourquoi tu fais ça, que les choses avancent et que malgré les embûches, parce que voilà, on parle des belles choses et tout, mais il y a énormément de galères. Monter une boîte, c'est difficile, ça, on va le mentir à personne. Psychologiquement, tu te remets en question tous les jours, t'as aucune idée vraiment d'où tu vas et tu es quand même censé venir et tu vois, bomber le torse et dire où on va et tout. Mais malgré tout ça, tu vois, je me réveille tous les matins et j'ai la niaque et je suis hyper content, alhamdoulilah. Et surtout, en 2 ans de sport bio, je pense que j'ai appris plus que tout le reste de ma vie, parce que chaque jour, t'as un métier différent en tant que CEO. Ouais. Chaque jour, tu vas faire de la finance, de la tech, du RH, du légal, de l'IP. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Ok, hyper intéressant. Peut-être une petite question pour finir. Tu vois, c'est hyper intense parce que vous êtes allé vite. C'est difficile parce que t'as des réussites et parfois c'est compliqué. Qu'est-ce qui te permet de garder l'équilibre, de rester ultra focus, mais en même temps d'avoir un équilibre et de continuer à pouvoir être productif sans que ce soit trop compliqué? Le bon mot, c'est, je pense, l'équilibre. Moi, je fais beaucoup de sport et ça me permet vraiment psychologiquement de gérer, je pense, toutes mes émotions et être en paix avec mon rythme de vie en général. Donc et j'ai la chance d'avoir 2 autres cofondateurs qui aussi sont très sportifs, donc on s'oblige à garder cette routine entre nous et on s'engueule quand. Et c'est vrai que c'est important que ce soit partagé avec les autres cofondateurs pour être dans le même esprit et avoir le même. Bien sûr. Donc voilà, et après mes proches, donc ma famille, mes amis ou vraiment mon entourage le plus proche, où ils savent très bien que c'est ma bulle d'air et ce qui me permet de penser à autre chose. D'ailleurs, mes amis souvent me reprochent d'être très broche et très gamin quand je suis avec eux, mais ils savent aussi que j'en ai besoin pour contrebalancer avec tout le reste. Donc c'est un peu ces bulles d'air dont tu as besoin pour pouvoir tenir et surtout tenir sur le long terme. Ouais, et pouvoir décompresser quand tu peux et repartir. Ok, hyper intéressant. Pour finir, où est-ce que peut-être les gens peuvent te contacter, que ce soit des personnes qui veulent rejoindre ton équipe ou des potentiels partenaires ou des gens intéressés, curieux, etc. LinkedIn pour me contacter pour toute chose. Et sinon, aller sur notre site internet sport.bio où tu peux postuler directement là-bas et il y aura les bonnes personnes dans l'équipe qui vous contacteront. Ok, magnifique. Amine, merci beaucoup. C'était super intéressant. Super. Merci pour tes réponses. Merci beaucoup, Simon. Merci. Ouais.